Ce qui est passionnant quand on est apiculteur et qu'on s'occupe d'une ruche, c'est qu'on en apprend toujours un peu plus sur la nature. Je n'ose imaginer ce que serait ma vie sans miel. Je n'aimerais pas vivre sans. Les abeilles nous ont fait tous grandir. Et nous avons grandi avec elles. On ne s'en rend pas compte, mais elles sont nos richesses. Une abeille qui tombe parce qu'elle s'est tuée à la tâche, elle s'est épuisée à butiner, eh bien, parfois tu tombes sur cette abeille-là et tu la regardes et tu dis... Elle te fait rêver, quoi. Tu te dis, tu as envie de la relancer pour qu'elle reparte, quoi. Si l'abeille venait un jour à disparaître, l'homme serait menacé. Elle est à la base d'une grande partie de l'alimentation humaine. Sans abeilles, les plantes ne pourraient plus assurer leur reproduction. Pourtant, depuis quelques années, les abeilles disparaissent par milliards. Un peu partout dans le monde, des paysans luttent contre les dégâts des hommes. Ils prennent soin des abeilles. Elles le leur rendent bien en offrant un trésor. Le miel. Le berceau de l'humanité abrite le premier producteur de miel d'Afrique. Sur les hauts plateaux d'Éthiopie, les petits paysans, en plus d'être bergers, sont souvent apiculteurs. C'est le cas de Bossi, une paysanne de 47 ans. Elle tient son amour pour les abeilles de son père. Ses ruches, elle les fabrique de ses mains, avec un savoir-faire séculaire. Elle a aussi appris l'apiculture à Tadesse, son mari, qui d'ordinaire est plus à l'aise avec l'élevage du bétail. C'est de la bouse de vache, de la terre, un peu de cendre et de la paille pour solidifier. On utilise de la cendre pour éviter que ça colle. Il faut combien de temps pour terminer une ruche? Jusqu'à 20 jours. La ruche s'élève étage après étage, le temps que chacun soit bien sec, jusqu'à atteindre 1,20 m. Quand c'est fini, on l'allonge comme ça. On met un peu de miel, comme ça. On le positionne au centre de la ruche. Ça va attirer les abeilles. Et une fois qu'elles sont entrées, on ferme la ruche. On laisse juste un petit trou pour qu'elles puissent sortir. Et ça devient leur maison. C'est là qu'elles vont avoir des enfants. Et pour se reproduire, elles ont besoin d'un toit. La vingtaine de ruches de la famille est installée derrière la petite ferme. Comme près de la moitié des Éthiopiens, Tadesse et Bossi sont chrétiens orthodoxes. Très pratiquants, ils se rendent au moins une fois par semaine dans l'une des nombreuses églises de Lalibela. Au XIe siècle, le roi Lalibela avait fait de cette ville la capitale du pays. Il a fait creuser ces églises monolithiques excavées de la montagne. L'histoire de Lalibela est intimement liée au miel. En amharique, la langue de l'Éthiopie, Lalibela signifie « la ville des mangeurs de miel ». Dans la région, tous les pèlerins connaissent la légende de Bilbila Giorgis.
une petite chapelle troglodyte. L'église abriterait des abeilles sacrées. Après l'office, les prêtres aiment à jouer les guides. Pour découvrir ces trésors cachés, il faut emprunter plusieurs galeries, creusées dans la montagne, jusqu'à cette crypte. Nous sommes ici dans l'église de Bilbila Georgis. C'est une merveille construite par le roi Caleb. Elle date du 5e siècle, lorsque le roi Caleb s'est converti au christianisme. Ce qui différencie cette église des autres, c'est ce miracle. Quand le roi Caleb a terminé la construction de cette église, pendant la prière, une multitude d'abeilles s'est posée sur le toit. 8 jours plus tard, l'église était inondée de miel. 1600 ans se sont écoulés. Et les abeilles sont toujours là, nichées à 5 mètres de hauteur. L'archange Raphaël a dit aux prêtres, on n'a pas le droit de vendre ce miel, ni d'utiliser sa cire pour faire des bougies, parce qu'il renferme l'Esprit de Dieu. Dans l'église de Bilbila Georgis, il y a 3 essaims. Les abeilles sont les gardiennes de l'église contre les pillards. S'il y a un ou des intrus, elles attaquent. C'est arrivé plusieurs fois, pendant la guerre et l'occupation italienne. Ce sont les abeilles qui ont gardé les trésors de l'église. C'est pour ça qu'on surnomme l'église Bilbila Georgis, l'église gardée par les abeilles. Le miel de ces abeilles sacrées est récolté une fois par an. On lui prête des vertus miraculeuses. Il guérirait. De toute la région, des fidèles viennent demander le précieux médicament. የሚያድን ነው አምነው ለተቀበሉት ሁሉ ማለት ነው። ጉሮሮህን ለሚያንቀህም ለማንኛውም ነገር እናንተ ብቻ ሳይሆን ለኪንታሮት በሽታ፣ ለቁስለ ስጋ፣ ለቆዳ በሽታ፣ ለአስም በሽታ ለነዚህ ሁሉ መድኃኒት ነው። ይህን ሆድ ህመሙና ይሄ ትንንሽ ነገሮች ግን እነዚህ ወዲያውኑ ቶሎ ነው በአንድ ቀን ነው የሚድነው። አይዞህ ብቻ እህል ሳይበላ ነው የሚበላው እንጂ አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ እርዳይ ብለህ ከተቀበልኸው ይሄ ያድንሃል። ይማሩ ፈውስ ነው። አይዞህ ትድናለህ ማለት ነው። ገበዙ ይሰጡሃል፣ ያስተናግዱሃል። እሺ እሺ። እግዚአብሔር ይስጥህ። À la Libella, le nectar des dieux n'est pas uniquement sacré. Il coule également dans des établissements plus profanes. Dans les bars de la ville, tout le monde se désaltère au tej, le nom local de l'hydromel. Cette boisson jaune alcoolisée, à base d'eau et de miel. C'est du vin de miel, ça a du goût. C'est très bon. C'est un goût sucré, comme un bonbon.
C'est notre boisson nationale qui, historiquement, vient de la noblesse. C'était la boisson des rois, des ministres et de l'élite. C'était leur boisson et maintenant, c'est nous qui la buvons et l'apprécions. Le degré d'alcool varie d'une fiole à l'autre, de 5 à 15, selon la durée de fermentation. La Libella est aussi connue pour son marché au miel. Tous les samedis matins, les petits paysans apiculteurs se rendent en ville pour vendre leurs récoltes. Ici, l'unité de mesure, c'est le gobelet. Tadesse et Bossi ont fait 4 heures de marche depuis leur ferme avec leurs 3 calebasses de miel. Ils ont la réputation de vendre un des meilleurs nectars du marché. Vous voyez, les gens négocient toujours le prix. On le tartine sur du pain, on le boit avec de l'eau. C'est bon pour les maux de ventre. C'est un médicament. On appelle ça le miel d'octobre. Je vois que madame est une connaisseuse. Le miel d'octobre, c'est un médicament. Tadesse et Bossi réussiront à vendre tout leur miel ce jour-là. 10 kilos, qui leur rapporteront une centaine d'euros. Une petite fortune. Ça va nous permettre de vivre 2 ou 3 mois. Les hauts plateaux d'Éthiopie sont des zones où les pluies se font de plus en plus rares. Les périodes de sécheresse, toujours plus longues, affament les petits paysans. À 2 heures de marche de leur ferme, Tadesse et Bossi louent ce lopin de terre aride, à flanc de coteau. C'est le temps de la récolte, du teff et du sorgho, des céréales autochtones qui sont la base de l'alimentation éthiopienne. Les plus jeunes de leurs 7 enfants sont mis à contribution, même si leur rôle premier est de surveiller le troupeau. C'est très maigre comme récolte. Il n'y a rien du tout cette année. La grêle a détruit une partie des cultures et il n'y a pas assez pour nourrir toute la famille. Les fleurs ne sont pas épargnées par le climat. En cherchant bien, les abeilles trouvent toujours un peu de nectar à ramener à la ruche. La récolte va s'effectuer de nuit. Bossi prépare l'enfumoir pour éloigner les abeilles. Il suffit d'un peu de bouse de vache. D'habitude, en automne, la récolte est bonne. Cette année, je ne suis pas sûre qu'il y aura beaucoup de miel. Mais le peu qu'on récolte, c'est déjà une bénédiction. En Éthiopie, récolter se dit couper le miel. S'il y a beaucoup de lumière, les abeilles attaqueront. Bien sûr, il arrive qu'elles nous piquent. Et leur venin peut être mortel. Et elles peuvent tuer. Lorsqu'ils ouvrent leur ruche, Tadesse et Bossi ne savent jamais s'ils vont trouver du miel. Les sécheresses à répétition réduisent chaque année un peu plus leur cheptel d'abeilles. À 8000 km de là, c'est au contraire de fortes pluies qui menacent les abeilles sud-américaines.
Le miel des marais argentins, au nord du pays, est réputé être l'un des plus purs au monde. Cette année, les marais sont recouverts d'eau. Le réchauffement climatique combiné au phénomène El Niño ont provoqué des inondations sans précédent. En quelques jours à peine, la montée des eaux a pris de court tous les apiculteurs qui avaient leurs ruches disposées dans le delta. C'est le cas de Carlos Cordoba. Il a 1 millier de ruches. L'Argentin profite de la première accalmie pour aller constater les dégâts. L'eau est montée d'1 mètre environ avec la tempête d'hier. Ici, on avait environ une 60aine de ruches. Il ne reste plus rien. Je vais voir ce qui peut encore être sauvé. Vous voyez là-bas, les quelques boîtes? Carlos avait choisi de placer des colonies d'abeilles sur cet îlot de terre, qui il y a encore une semaine, était un champ de fleurs. Vous voyez, il ne reste que quelques morceaux. On voit des ruches coincées sous les arbres. Les ruches remplies de miel ne flottent pas. Elles restent sous l'eau. Tout a été emporté. Il ne reste plus rien. C'est vraiment incroyable. Plus profond dans le delta, Carlos avait choisi ce petit bois pour installer un gros rucher. Une centaine de colonies d'abeilles. Vous voyez ça? Ce n'est pas un désastre tout ça? Il ne reste plus rien. Regardez là-bas, toutes les ruches sont inondées. Tant de travail, tant de sacrifices, tout ça pour rien? Regardez les abeilles comme elles sont. Comme il n'y a plus de fleurs, elles ont déjà commencé à manger le miel. Les abeilles ont faim. Elles mangent le miel qui reste. C'est incroyable. Carlos vient de perdre 400 ruches et près de 15 tonnes de miel. En 20 ans de métier, il n'avait jamais vu ça. Comment ne pas avoir mal quand on voit tout ça? C'est quelque chose. On était à côté, on n'a rien pu faire. J'ai tout perdu. Les ruches qui avaient du miel. J'ai perdu aussi tout le matériel et le plus important, les abeilles. Et les abeilles, c'est difficile à récupérer. L'inondation pourrait durer plusieurs mois, empêchant la flore de repousser. Ce qui caractérise le miel de notre delta, c'est qu'il est issu d'une seule fleur. C'est un miel de bonne qualité. L'abeille butine une plante aquatique qui s'appelle le cataï. On peut faire 2 ou 3 récoltes par an avec une ruche bien préparée, comme on sait le faire. À mon goût, c'est un des meilleurs miels. Si je vous dis le meilleur miel du monde, je ne pense pas trop me tromper. Pendant la montée des eaux, Carlos a tout de même réussi à sauver 600 ruches. Dans l'urgence, il les a déposées sous les ponts de la route qui traverse le delta. La seule terre qu'il restait. Mais la police fluviale ne l'entend pas ainsi et vient le lui rappeler. Le estamos pidiendo un tiempito porque estamos solucionando el problema de sacar la miel y porque están muy pesadas no podemos trasladarla así. Entonces, si yo me pongo a trabajar y cuando el tránsito pasa y te la mata la abeja, vos viste, cuando se empieza a matar la abeja, te ataca ella, donde vea el movimiento te ataca. Sí, no, perfecto, sí, lo entendemos, no hay problema. Chao.
Ils nous ont donné 48 heures pour tout enlever. On n'y arrivera jamais en 48 heures. Bah, on verra bien. On va faire ce qu'on peut. Carlos n'est pas le seul à avoir perdu gros. Dans le petit port de Victoria, on ne compte plus les apiculteurs qui rapportent du delta, ce qu'il reste de leur rucher. Ces gens ont perdu un bateau entier, environ 400 ou 500 ruches. Ce qu'on ressent, de l'impuissance. On est tous pareils. On a tout perdu. On attend maintenant que le gouvernement se réveille. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a rien fait pour nous. C'est la réalité. À ce jour, aucun producteur n'a reçu d'aide. On se sent tous abandonnés, alors qu'on a tout perdu, notre matériel et notre capital. Le porte-voix de ces apiculteurs en colère est une figure locale. Christian est pêcheur, apiculteur et écologiste. Regarde tous ces animaux morts. Regarde. Partout, des animaux morts d'épuisement. D'autres à la recherche d'une terre ferme et d'un peu de nourriture. Amoureux de son delta, Christian sauve tous ceux qui peuvent encore l'être. C'est une tortue qui s'est emmêlée dans les filets, regarde. C'est compliqué à libérer, c'est très dangereux. Elle mord très fort. Tu vois la tortue, elle ne peut pas rester 24 heures sous l'eau. Ce n'est pas un poisson, elle doit respirer. Ici, en temps normal, c'est la terre ferme. Il y a des champs partout, mais là, tout est inondé. Vous voyez, elle est si fatiguée qu'elle ne se bat même pas. Sinon, elle aurait essayé de me mordre. D'habitude, elle mord fort. Christian fait partie des apiculteurs du delta les plus touchés par les inondations. La totalité de ces 500 ruches, remplies de miel, sont sous l'eau. On va aller voir par ici si on peut recueillir ce rucher. Faites attention aux abeilles. Si elles vous piquent, vous me le dites, on arrête. C'est une abeille noire, africaine. Et elle a tendance à attaquer. Elle défend son territoire. En Argentine comme en Éthiopie, les abeilles ont la vie dure. D'autres ont plus de chance. Si elles avaient le choix, toutes les abeilles iraient sans doute vivre dans le paradis corse. Depuis l'Antiquité, l'île de Beauté est réputée dans toute la Méditerranée pour la qualité de ses nectars. Pour la petite histoire, la Corse payait ses impôts à Rome en miel et en cire. Pierre Carli est un des garants de cette qualité. L'apiculteur est corse, il travaille seul, parle peu, sauf quand il s'agit de son métier, sa passion. Ça, l'enfumoir, c'est indispensable quand on va aux abeilles. Il vaut mieux aller avec un enfumoir sans tenue qu'en tenue sans enfumoir. La fumée fait diversion. Les abeilles elles focalisent sur l'agression liée à la fumée et elles sont de suite beaucoup moins agressives. Dans la douceur de la fin de l'été, Pierre s'apprête à récolter du miel de châtaignier. À chaque fois qu'il visite ses petites protégées, il le fait toujours avec politesse. Quand on ouvre une ruche, il faut toujours enfumer devant. Et on tape à la porte. Bon, ça c'est des ruches
On est à la 3e récolte de l'année. Le miel est où là? Il est là dans ce qu'on appelle la hausse, il y a 9 cadres. La hausse, c'est le magasin à miel. Sur ces cadres, les abeilles fabriquent des alvéoles en cire, où elles stockent le précieux nectar. Et là, tu as le miel. Ah. C'est le fruit de combien de semaines ou de mois de travail? Alors là, la mielée, celle-ci, elle est assez longue. C'est un mois et demi. Là, on va enlever la 2e hausse. Il y a beaucoup plus de miel. Hein. La reine est dessous là. La reine, elle est sous cette grille qu'on appelle une grille à reine, de manière à cantonner la ponte à l'étage inférieur qui s'appelle le corps de ruche. Ce corps de ruche, c'est là où se développe la colonie. Et en fonction du développement de la colonie, on va rajouter des hausses pour qu'elle puisse stocker du miel. Et le miel qui est dans le corps de ruche, on le laisse en permanence pour les abeilles. Le corps de ruche, c'est donc leur garde-manger, mais aussi leur maternité. Voilà, là tu vois le couvain fermé, donc c'est les larves à un stade de développement plus avancé que le couvain ouvert où tu vois les larves qui sont nacrées là, tu vois. À partir du moment où je vois des œufs, je sais qu'il y a une reine en ponte. Donc sur ce cadre, il y a entre 4 et 6 000 cellules pondues et c'est 4 à 6 000 abeilles qui vont naître dans un laps de temps de 21 jours. Et si tu as 8 cadres comme ça fait 8 fois 6 000 abeilles à naître. Donc ce sont ces abeilles-là qui vont me faire le miel en automne. Si je veux faire du miel dans un mois, il faut que j'ai de la ponte maintenant. Il faut que j'ai des abeilles à naître maintenant. Pierre travaille de manière traditionnelle, mais s'autorise un peu de modernité. Cette opération peut paraître un peu brutale pour ces petites créatures, mais elle consiste justement à les préserver. Une rapide tempête les expulse, sans les tuer. Une fois les hausses remplies de miel chargé, Pierre les remplace par des vides. Alors, content de la récolte? Bon, c'est mitigé. On s'attendait à mieux. Je m'attendais à mieux. Bon, écoute. Ça a mieux donné sur d'autres ruchers. Bon, ça va, hein. Pour tout vous dire, je pense déjà à la prochaine récolte. Pierre Carly s'est lancé dans l'aventure du miel sur le tard il y a 12 ans. Ce fils d'ouvrier bastiais s'est offert un rêve. J'étais technicien au départ, j'ai travaillé dans la formation professionnelle. Puis j'ai eu quelques petits aléas, des histoires de vie qui ont fait que j'en ai eu une petite lassitude de ce que je faisais avant. Et j'ai toujours été très proche de la nature. Et puis la passion qui est venue, voilà, pour les abeilles, ça m'a toujours semblé un peu mythique, un peu très particulier. Bon, je ne connaissais pas du tout au départ. Ça m'a toujours attiré. De toute façon, on ne peut pas faire ce boulot si on n'est pas passionné, à mon avis. Il faut supporter les piqûres, ce qui n'est pas une mince affaire. Celle-là veut me piquer. Ça y est. Tu veux te piquer? À peine, ouais. Ça peut être dangereux? Si on est allergique, ouais. Ce qu'il faut, c'est enlever le dard rapidement. Le domaine de Pierre, c'est le Cap Corse. Tous les jours, il rend visite à ces différents ruchers, disposés entre la mer, le maquis et la montagne. Pierre possède 300 ruches, qui abritent environ 20 millions d'abeilles. Une fois les récoltes effectuées, tout se passe chez lui dans la miellerie. Les cadres, disposés dans un tambour, vont libérer leur magie par force centrifuge.
Selon les années, 5 à 10 tonnes d'or coulent dans les cuves de la miellerie. Comment il est, Nana? Il est très bon, vachement. Vachement. Il est bon parce que c'est papa qui le fait? Oui. Non, tu lâches. Voilà, très bien. Impeccable. Andria et Ivana ne manquent pas une occasion d'aider leur papa. Non. Je mets les pots. Moi, je appuie sur ce bouton et puis je mets l'étiquette. À voir vos deux enfants autour de vous, là, c'est quoi? Ah, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Bon, c'est... Après, comment dire, moi, j'attends pas forcément d'eux qu'ils fassent ce que je fais, hein, pas du tout. J'espère qu'ils feront quelque chose qui leur plaît. C'est un métier qui peut plaire, c'est un métier passion. Mais moi, je veux que je leur ferai découvrir ce que je fais. Mais je veux qu'ils fassent leur propre choix. Par contre, si demain ils veulent faire de l'apiculture, j'attendrai d'eux. Ils feront ce qu'ils voudront, bien sûr. Mais j'attendrai d'eux qui dépassent quand même un peu papa, quoi. Qu'ils soient pointus sur la vie des abeilles, sur les problèmes sanitaires, parce que c'est important. Qu'ils soient pointus sur la gestion de leur cheptel. Et j'aimerais qu'à la fin, ce soit eux qui m'apprennent, hein. L'objectif, il est là, hein. De la récolte jusqu'à sa mise en pot, le miel n'a subi aucune transformation. Il résiste au temps et ne connaît pas de date limite de consommation. Fier de son produit, Pierre met un point d'honneur à livrer lui-même les épiceries fines de Bastia. Son plus grand plaisir, raconter l'histoire de chaque pot de miel. Vous allez bien? Ça va et vous? Voilà, le maquis de printemps, châtaignier. Ça, c'est les maquis d'automne de l'année dernière. Celui-là, ça fait un moment quoi. Hein. C'est les derniers cartons, par contre. Ah, d'accord. Ouais. Mais justement, on espère... chercher celui-ci. Hein. Comme il a plu en août, j'espère quand même qu'on va en refaire suffisamment. Hein. Et là, on va en avoir assez pour la fin de saison? Non, on n'en aura pas assez, on ne va pas finir. Ah, mais bon, hein, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Oui. Je veux dire, quand on dit qu'il est rare, c'est pas juste pour faire, hein, pour faire languir les consommateurs. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui dit non, moi j'aime pas le miel, et je peux proposer un produit en disant goûtez celui-ci, vous allez voir que vous allez l'aimer. On a des miels qui sont très très doux, très goulayants, on pourrait dire, très accessibles. Et puis on va monter en gamme. On peut dire qu'ils vont être plus corsés, certains, hein, avec de l'amertume, très très long en bouche, un goût tannique avec le miel de châtaignier. Donc vraiment des panels de produits très, très diversifiés, aussi bien en termes de goût, de texture, de couleur et d'odeur. On retrouve vraiment l'expression des nectars, des différentes fleurs qui vont être butinées. Des fleurs en Corse, il y en a de toutes sortes et toute l'année. Pour suivre les floraisons, Pierre déplace ses ruches d'un bout à l'autre du Cap Corse. Les transhumances s'effectuent de nuit, car c'est le seul moment où toutes les abeilles sont réunies dans la ruche. Le soir, en effet, elles rentrent toutes à la maison. Non pas pour dormir, mais pour continuer à travailler. C'est une de leurs particularités. Les abeilles ne dorment jamais au cours de leur existence. Tout le talent d'un apiculteur consiste à trouver le bon spot.
Un apiculteur, il place ses ruches comme un pêcheur jette son filet, en quelque sorte. Et à un moment donné, il y a une floraison à un endroit et on a des machines à faire du miel, les ruches, et il faut les mettre sur des zones où il y a ce qu'on appelle une mielée, des zones où à un moment donné, il y a une floraison qui génère du nectar. Et on attend toujours la pêche miraculeuse, en quelque sorte. Voilà. Ok, tiens. Là, comme il fait pas trop chaud, elles sortent pas trop vite. L'abeille se tue à la tâche. On peut considérer qu'il y a 20 jours de vie à l'intérieur de la ruche et 20 jours de vie en dehors de la ruche où l'abeille va s'épuiser à butiner. Les abeilles, au bout de 40 jours, c'est fini, quoi. Voilà. Donc, demain matin, elles vont se retrouver avec la ruche sur Bastia. L'horizon, lui, s'est obscurci pour les abeilles d'Argentine. Leur sort est beaucoup plus incertain que celui des Corses. Christian, le pêcheur-apiculteur, progresse difficilement pour atteindre l'un de ces ruchers sinistrés dans la jungle du delta. Tout est foutu, ça ne servira plus. Même le matériel est en train de pourrir. Ça, ce sont des ruches où il y avait plein de miel. Tout ça, c'était du miel qui était prêt à être récolté. Tout est à jeter à cause de l'eau. Cela aussi était prêt pour la récolte. Les événements climatiques récents viennent de tuer des milliards d'abeilles. Mais une menace encore plus inquiétante pourrait faire disparaître le miel du delta à tout jamais. L'Argentine s'est lancée dans la culture intensive de soja et de maïs transgéniques au début des années 2000. Autrefois, il y avait des forêts, des marécages. Aujourd'hui, les silos et les champs rognent toujours plus sur le delta. Dans les champs, ça ne sert plus à rien de mettre des ruches. Le soja est tellement recouvert de pesticides que ça tue tout. Ils mettent tellement de pesticides qu'on ne peut plus avoir d'abeilles ni de ruches. Quand il pleut beaucoup, comme en ce moment, ça lave les champs. Et l'eau contaminée vient ici et tue tout. Les poissons, les plantes, les oiseaux. Ce qu'elle rencontre, elle le tue. Quand les abeilles s'approchent de l'eau, elles meurent. C'est pourquoi aujourd'hui, en Argentine, il est difficile de produire du miel du delta. Sous les ponts du delta, les ruches de Carlos. Menacé par les eaux, il les a transhumées dans l'urgence, sans toutes les précautions que peut prendre Pierre en Corse. Chaque cadre est vidé de son miel. Avec l'inondation, il n'y a plus de fleurs à butiner. Les abeilles dévorent leur stock pour survivre. Ça fait plusieurs années qu'économiquement, c'est vraiment pas le top. Depuis la crise financière de 2001, le gouvernement argentin applique une politique protectionniste. Seuls le soja OGM et le maïs sont exportés à prix d'or. Le prix du miel est quant à lui dérisoire. L'an dernier, on n'a même pas récolté le miel de ces ruches. Parce qu'économiquement, ce n'était pas rentable. À 1 $ le kilo, ça vaut vraiment pas le coup. Et cette année commence tout aussi mal. C'est pour ça que ce travail n'est pas très motivant. Les apiculteurs sont de moins en moins nombreux en Argentine. Beaucoup abandonnent.
Ces images de millions d'abeilles sont trompeuses. En Argentine comme ailleurs, quand l'agriculture industrielle gagne, quand les pesticides dévastent l'environnement, les abeilles meurent. À ce rythme-là, disparaîtra peut-être ce qui faisait la fierté des apiculteurs argentins. C'est la sécheresse. Normalement, il y a plus de miel. Il n'y a rien du tout. La récolte est vraiment maigre. Comme il n'a pas fait beau, il n'y a pas beaucoup de miel. Il n'y a pas de miel, mais les galettes, ça se mange. C'est bon. Comme par gourmandise, le fils aîné de Tadesse et Bossi s'est aussi initié. Il s'arme de courage pour plonger son bras nu dans ce nid d'abeilles. C'est avec mon père que j'ai appris l'apiculture. Il m'a montré comment récolter le miel. C'est lui qui m'a appris. Ma mère aussi m'a beaucoup appris. Le miel le plus difficile à récolter est le miel blanc. Il est aussi le plus recherché. Après la récolte, toute la famille se réunit dans la case principale pour préparer le miel. Ici, pas d'extraction ni de centrifugeuse. Les galettes sont broyées sans séparer la cire du miel. Nous, on fait avec les moyens du bord. On n'a pas de matériel pour enlever la cire. On n'a pas cette chance. On dit que le miel éthiopien est le meilleur. Et c'est vrai. Bossi sépare le miel blanc du miel brun. Il sera vendu au marché à un bon prix. Les galettes de moins bonne qualité finiront dans la bouche des enfants. Notre rêve, ce serait d'avoir une vie confortable, d'avoir une bonne santé et de bien manger. Ce serait chouette si on pouvait avoir l'électricité. Ça nous faciliterait la vie.
Je pense que de notre vivant, on ne connaîtra pas l'électricité. J'aimerais que mes enfants deviennent agriculteurs. Mais ce serait bien qu'ils apprennent à cultiver d'une façon plus moderne. Qu'ils deviennent des agriculteurs plus éduqués. Ce qu'on aimerait, c'est que nos enfants aient l'intelligence de vivre mieux. Peut-être que mes petits-enfants auront une meilleure vie. Pour les aînés, c'est trop tard. J'espère que les plus jeunes réussiront. Mais pour avoir tout ça, il faut aller à l'école. Les abeilles de la Libella veillent sur Tadesse et Bossi. Même si les revenus du miel sont aléatoires, la famille parvient à manger à sa faim en période de sécheresse. Tadesse et Bossi en tirent une autre richesse, l'éducation de leurs enfants, qu'ils peuvent envoyer à l'école quelques jours par semaine. Ce luxe, peu de jeunes Éthiopiens des hauts plateaux y ont accès. Sur l'île de Beauté, les abeilles que Pierre Carli a déplacées la veille découvrent leur nouveau terrain de jeu. Les unes après les autres, les butineuses partent à l'aventure, récolter le nectar. Dès les premiers rayons de soleil, elles se régalent. Les fleurs sont épargnées par la pollution. Contrairement à l'Argentine, en Corse, il n'y a ni industrie, ni pesticides. 80% de ce que nous mangeons est lié à l'action pollinisatrice des abeilles. Si l'abeille venait à disparaître, ben, il paraît que l'homme aurait des soucis à se faire pour sa propre espérance de vie. Hein. Quand il déplace ses abeilles, Pierre doit s'assurer qu'elles vont s'adapter à leur nouveau milieu. La survie d'une colonie d'abeilles dépend de sa reine. Elle vit beaucoup plus longtemps que les ouvrières, entre 3 et 5 ans. Pendant toutes ces années, elle ne fait que pondre. Plus il y a de fleurs, plus il y a de nectar. Et plus il y a de nectar, plus la reine pond. Ce matin, elles se sont réveillées avec le lever de soleil sur la mer, alors qu'elles étaient en forêt. Donc là, il faut qu'elles s'habituent à leur nouveau rucher. Et, tu vois, elles sont un peu perturbées, là, un peu nerveuses, un peu agressives. Ah, comme elle m'attaque la main. Tu as vu? Tiens, la reine, elle est là. Comment on la reconnaît? Ben, tu vois, elle a l'abdomen qui est beaucoup plus long. Hein. La force de la colonie, c'est vraiment la capacité de ponte de la reine. C'est le moteur de la ruche. La reine pond beaucoup, il y a beaucoup d'abeilles, beaucoup de butineuses, et c'est une ruche qui va aller glaner beaucoup de nectar et qui va faire beaucoup de miel. Ça va, il y a du monde. Pour la période, on signe. Il y a de la ponte, la population va augmenter à nouveau. Et d'ici 15 jours, un mois, il y a l'arbousier qui va fleurir. Et si la météo est au rendez-vous, on peut faire du miel. Elle ne vous pique pas? Non. Finalement, elles sont assez douces. Hein. Ben, la main nue, c'est une habitude que j'ai prise pour manipuler les reines. Et puis, je suis un peu plus délicat, je pense. En faisant attention à ne pas me faire piquer. Là, vous ne mettriez pas la main nue sur les abeilles, là? Oh, si, là, elles sont d'accord. Hein. Elles ne te piquent pas. Hein. Et là, tu sens une chaleur, c'est impressionnant, tu vois. La température de la ruche, ça doit être 34. Dans une ruche, il fait toujours 34 degrés. Ouais.
Quand tu te mets vraiment la main contre, tu sens la chaleur qui est dégagée par le corps des abeilles. Hein. C'est vos filles. C'est mes filles, ouais. Sauf qu'elles, elles ne le savent pas. C'est vrai en plus, parce que moi, j'ai pas acheté d'abeilles. Je peux dire que je les ai toutes élevées. Hein. Les premiers essaims que j'ai fait de façon traditionnelle, c'était magique. Je voyais des petits œufs, je me disais, oh putain, ça marche. Bon, elles n'ont jamais eu besoin de nous, les abeilles, mais toi, tu as l'impression que c'est toi qui les fais naître. Il y a tellement de leçons à tirer des abeilles. Dans une ruche, il n'y a pas du tout de sentiment d'individualité. C'est la société des abeilles qui travaille dans un but commun. L'individu s'efface devant l'intérêt commun. Et ça, c'est magique. Tant que des apiculteurs passionnés comme Pierre Carly veilleront sur les abeilles, les écosystèmes seront sauvegardés. Mais l'histoire qui lie le miel et les hommes depuis la nuit des temps est menacée dans la plupart des pays du monde. La préservation des abeilles est une préoccupation capitale pour tous. Sans elle, notre espèce serait menacée.